Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Je ne suis pas un politique. J'essaye effectivement, comme vous venez de le dire, d'être un acteur du développement agricole. Je m'occupe de restauration de terres dégradées. Également, je suis berger depuis 4 ans dans les monts d'Arrée et on fait de l'éco-pâturage au Mont-Saint-Michel-Braspar et dans les espaces verts à Brest pour essayer de réinvestir un petit peu du foncier qui a été enlevé à la campagne pour créer de la ville. L'urgence climatique, en fait, c'est d'abord une menace d'effondrement écologique, économique et sociétal. Les trois vont ensemble. On a vécu une phase de croissance physique, on a dépassé les capacités naturelles, on retarde, on a du retard sur la réaction, et en fait, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'érosion des capacités pour pouvoir mener cette transition avant qu'il ne soit trop tard. Et le résultat, en fait, si on n'arrive pas à agir plus vite, c'est que les besoins de base, eau, alimentation, logement, transport, ne soient plus fournis à une majorité de population par les services encadrés par la loi. Comme dit le psychologue chercheur Petros Tsatsoupoulos, même si on est certain que tout va s'effondrer en raison des impacts du progrès sur la planète, on ne peut pas s'empêcher de continuer à faire confiance au progrès. Bon, le changement climatique, les causes sont connues, c'est essentiellement une affaire de lois, les lois de Maxwell, et malheureusement ces lois-là, elles sont intangibles et elles sont votées par aucun parlement. Elles s'imposent à nous. C'est une question d'accumulation de gaz à effet de serre, des gaz triatomiques, qui ont la propriété d'être opaques au rayonnement dans le proche infrarouge, qui est réémis par la végétation et les océans, et qui crée cet effet de serre. Et ces gaz, ils proviennent de l'utilisation exclusivement de l'utilisation des énergies dites fossiles, c'est-à-dire concrètement le charbon, le gaz et le pétrole. Alors au niveau mondial, entre 1980 et maintenant, ça a été une multiplication par 2 de la consommation d'énergie, dont plus de 90% provient des énergies fossiles. Donc le processus est encore en cours. En Europe, on a commencé à avoir une inflexion à partir de la crise de 2008, et ce n'est pas un hasard, parce qu'en fait, ce qui crée la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est la contraction économique. C'est également vrai en France. La France est encore dépendante à près de 50% des énergies fossiles. Disons, ce qui cache la misère, c'est la part très importante du nucléaire, et les énergies renouvelables, c'est pouillème. En Bretagne, on n'est pas mieux. Notre indépendance énergétique n'est que de 8,9%. On consomme, notre consommation énergétique, c'est 50% de pétrole. Le pic du pétrole, en fait, conventionnel, a été atteint en 2008. Le déclin de l'approvisionnement énergétique fossile en France, en charbon, c'était en 65, en gaz, c'était en 2004, et en pétrole, c'était en 2006. Or, 80% des usages énergétiques dont on dépend dans notre vie quotidienne sont dépendants aux fossiles. 75% des machines sont alimentées par des énergies fossiles. Et je vous rappelle le progrès, c'est quoi? C'est que chaque être humain sur la planète dispose de l'équivalent de 200 esclaves pour sa vie quotidienne. Ça, c'est la réalité. Et ces 200 esclaves consomment du pétrole, du gaz et du charbon, fondamentalement. Alors pourquoi c'est grave? Parce qu'effectivement les impacts sont monumentaux. On a déjà connu, on est sur une trajectoire à plus 5 degrés. On est actuellement dans une trajectoire à plus 5 degrés. La Terre a déjà connu ça, mais sur une phase beaucoup plus longue de 10 000 ans. Aujourd'hui, on est en train de faire ça en 100 ans. Et évidemment, les manifestations, on les voit dans les journaux, dans les médias tous les jours. Actuellement, avec le réchauffement climatique, pour des raisons que je ne vais pas expliquer parce que ça prendrait un peu trop plus de temps que ce qui m'est imparti,
Et fondamentalement, on est en train de jouer avec la fonte de l'Arctique, de l'Antarctique et du Groenland. Et ça, on est en train de jouer à plus 16 mètres d'élévation au niveau de la mer. Un des grands enjeux qui a été évoqué par ceux qui m'ont précédé à ce pupitre, c'est l'alimentation. En 1930, c'était à peu près 25% du budget d'une famille moyenne. On achetait au marché local. En général, c'était madame qui s'occupait de faire les courses pendant que monsieur travaillait au champ ou à l'usine. Aujourd'hui, au supermarché, quand on achète quelque chose, en fait, on achète tout sauf des aliments. En fait, on achète surtout des emballages, on paye des salaires, on paye des transports. Un œuf qui coûte 20 centimes, qui est payé 20 centimes au producteur, il est vendu 1,40 € au supermarché. Une omelette au restaurant, c'est 40 centimes d'œufs qui est vendu à peu près 5 €. Multiplication par 20. Le prix de la protéine animale a été divisé par 60 depuis 1930. Aujourd'hui, ce n'est que 2% du budget familial qui est consacré à l'alimentation. Donc l'alimentation de base, dans le contexte du réchauffement climatique, va donc coûter beaucoup plus cher car le pétrole est plus rare. Parce que ce qu'on mange fondamentalement, c'est du pétrole. Au niveau des sources non fossiles d'énergie, au niveau des renouvelables, évidemment, c'est la solution. Mais l'hydroélectricité, ça va demander de construire beaucoup d'infrastructures, des barrages, des équipements, qui sont également des choses qui vont consommer beaucoup d'énergie fossile. La biomasse, c'est la même chose. L'éolien et le photovoltaïque, encore plus. 50 fois plus de métaux pour fabriquer la machine qui produira le même mégawatt qu'une centrale à gaz ou à charbon. Le nucléaire, il faut en parler, c'est quelque chose de très lent, 30 ans pour, à l'époque de Mesmer boiteux, c'était 7 centrales par an. La capacité technique a disparu, elle peut être reconstituée. Il faut savoir que ça consomme 1000 fois moins de foncier que le photovoltaïque. L'éolien a besoin d'une production de base pour gérer l'intermittence. Tous les projets d'EPR, ITER, etc., c'est beaucoup trop cher et trop long par rapport à l'urgence. Pour se limiter à 2 degrés, il faut diviser par 4 la consommation de fossiles d'ici 2050. Ça veut dire moins 4,5% par an. Ça s'est déjà passé. Il y a eu juste 2 années au XXe siècle où on a diminué les consommations de 4,5% d'énergie fossile, de 4,5% par an. C'était en 1932 et en 1945. Alors le peuple breton dans tout ça, nous avons refusé le nucléaire pour préserver notre patrimoine naturel. Nous sommes entrés dans l'explosion de la consommation d'énergie sans plus que les autres prendre le problème des conséquences à la bonne échelle. Nous avons, comme tous les autres, considéré qu'il n'y avait pas eu urgence et nous avons très peu fait jusqu'à présent. Il nous faut donc un plan clair et draconien pour prendre le problème à bras-le-corps. Ce qui veut dire du sevrage des énergies fossiles, de l'investissement qui va être difficile parce que dans un contexte d'une économie en contraction, ça veut dire organiser la solidarité pour éviter l'effondrement sociétal. Et on ne peut pas faire confiance à l'avènement d'une solution extérieure. Et de plus, il faut se préparer à accueillir de grands nombres de migrants. Les dernières estimations du GIEC évaluent à 300 millions le nombre de réfugiés climatiques qu'on devra accueillir, pas nous tous seuls, mais on devra, à mon avis, y prendre notre part. Et de toute façon, qu'on le veuille ou non, on aura à l'assumer. C'est 300 millions. 300 millions en 30 ans, au cours des 30 prochaines années. En 2050, la forêt, la lande de Bretagne, les landes de Bretagne, nos forêts, brûleront aussi facilement que les forêts de pins des Landes. Les engrais qu'on utilise encore massivement, notamment l'ammonitrate, c'est une molécule de CO2 qui est émise pour une molécule d'ammonitrate produite. Et ça, l'ammonitrate, c'est produit avec du gaz fossile, du gaz naturel fossile. Donc il faudra bien s'en passer. Le secteur tertiaire est un puissant moteur de la croissance des émissions, tout comme le numérique. Il faudra prendre ça aussi en compte.
La désurbanisation s'impose parce que ce qui crée le problème de l'explosion des émissions de gaz à effet de serre, c'est fondamentalement les grandes métropoles et tous les systèmes de transport qui lui sont associés et de logistique. Rappelons que la Chine est le principal fournisseur de panneaux solaires et de nacelles d'éoliennes. Et on ne peut qu'encourager une agriculture résiliente au changement climatique, qui est une agriculture agroécologique à carbone positif et à empreinte écologique réduite. Et je pense qu'il faudra aussi, et on aura besoin, enfin moi je le dis en tant qu'éleveur, aujourd'hui, dans le contexte actuel, il n'y a pas assez de monde dans les campagnes pour pouvoir faire tout le travail d'entretien qui s'impose. Alors, de quoi, à mon sens, et très modestement, on aurait besoin? On a besoin d'une planification à 50 ans et avec un moyen terme à l'échéance 2050, avec un plan d'action vigoureux sur 10 ans. Du fait, effectivement, d'éléments qui ont été des contraintes constitutionnelles, intégrité territoriale et intangibilité des frontières, droit à l'autodétermination des peuples, la Constitution ne reconnaît que le peuple français et la République une, laïque et indivisible. Donc l'autonomie énergétique de la Bretagne pourrait être conceptualisée dans le cadre d'une politique de coordination énergétique nationale et internationale dans le cadre de l'accord de Paris, qui a le mérite d'exister et auquel on est tous engagés à contribuer. Pour finir, donc ce plan, il devrait être un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre, une réduction dans un facteur 4 en 30 ans, soit une diminution, encore une fois, de 4,5 par an. C'est très ambitieux, mais nécessaire. Un plan d'investissement en énergie décarbonée associé à un objectif maximum de consommation énergétique per capita en incluant les migrations prévisibles. Des systèmes de mesures et de contraintes, d'accompagnement social et d'adaptation, comme ça a été déjà évoqué. Et puis je pense que finalement, une vigilance citoyenne accrue, axée sur le contrôle de ce plan-là, qui devrait vraiment se concentrer sur l'atténuation des émissions, l'adaptation aux impacts du changement climatique et la conquête de l'indépendance énergétique décarbonée. Merci de votre attention. Merci Alain Requier. Alors, j'ai une question. Je la lis, mais elle est un peu personnelle en même temps, je vais modifier. Alors, si demain, par exemple, donc si dans 2 ans, je suis président du conseil régional, je vous vois très rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Je pense que, pour moi, l'objectif fondamental, c'est de conquérir une plus grande indépendance énergétique. On a des ressources, on a beaucoup parlé de l'éolien, on a beaucoup parlé du photovoltaïque. Il y a d'autres formes, la biomasse, la géothermie, c'est des choses qu'on a dans notre territoire. On peut produire de l'électricité, il faut qu'on développe des filières de carburant, parce qu'on est très dépendant en fait, par le fait qu'on est une presqu'île, enfin une péninsule, on est très dépendant au niveau de nos transports. Et donc il va falloir trouver effectivement des filières, construire des filières biosourcées. Alors, pour le développement des énergies renouvelables, il est absolument vital de faire alliance avec les agriculteurs. Nous, les agriculteurs, je m'inclus, on est les gardiens et on est les derniers des Mohicans à prendre soin de nos paysages bretons. On détient le foncier, on en a la responsabilité, modestement, pour une génération. Et c'est sur ce foncier-là qu'il va falloir développer les énergies renouvelables. Et il va falloir qu'on puisse développer à grande échelle ces énergies renouvelables sur un foncier qui ne doit pas nous empêcher, nous, de faire notre métier, de nourrir les gens. Et on va devoir le faire d'une manière différente de ce qui est fait actuellement, c'est-à-dire en désintensifiant l'agriculture. Donc il va falloir trouver des synergies, elles existent, c'est techniquement possible, mais c'est à ça, à mon avis, qu'il faut s'attaquer. Ok, merci Alain.